Je vous présente Jamal, Majid, Mathieu et Saïd. On est à la fin des années 90, dans les quartiers nord de Marseille. Mej est plombier, Majid est plombier, Jamal est préparateur de commandes, Saïd tente de faire une carrière avec son groupe, et moi je suis vendeur de chaussures. Après le travail, tous les soirs, on se rejoint chez Mej, au Miko Coulé, pour manger des kebabs, ça à l'époque c'était à la mode, et regarder des clips de rap. Pendant des heures et des heures. Une amitié solide est en train de naître. Tous ces clips nous ont un petit peu influencés. La culture américaine nous a influencés. Le rap, le basket, Michael Jordan, Jay-Z. Ça nous a influencés, pas sur la notion bling-bling, mais sur cette capacité de partir de zéro et de construire de grandes choses. On voulait faire la même chose. On s'est dit, et pourquoi pas nous? Pourquoi pas 4 petits Marseillais qui pourraient le faire, qui pourraient le réaliser? Tenté par l'aventure, on se dit, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, on fait un petit audit. D'un côté, il y a les humanistes. Saïd, avec son sens de l'émotion, sa sensibilité. Mej, avec son sens du partage, sa culture de la musique. Et de l'autre côté, il y a le capitaliste. Ça, c'est moi. J'ai toujours eu des facilités avec les chiffres, sens du business, monter des modèles économiques et surtout gagner de l'argent avec des bouts de ficelle. Et pour nous faire cohabiter, il fallait bien l'ONU. Chez nous, l'ONU, c'est Jamal. Jamal, c'est ce mec qui, à chaque fois qu'il y a un problème, désamorce la situation. Ce mec que tout le monde aime bien. Et là, je sais à quoi vous pensez. Eh ouais, évidemment. Mais rassurez-vous, Jamal est beaucoup plus cool que Barracuda. Alors, avec toutes ces forces sur la table, on dit qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ceux qui nous inspirent. On va monter un label. On va produire de la musique et on va faire du rap en vrai. Après plusieurs soirées à discuter sur quel serait le nom de ce label, on décide de l'appeler Street Skills. Nom imprononçable, mais qu'on a quand même choisi. Street Skills, ça voulait dire technique de rue. Savoir-faire urbain, en plus politiquement correct. Savoir-faire urbain, pourquoi? Parce qu'on voulait faire les choses à notre manière. Garder notre spécificité, rester nous-mêmes. Cet esprit de débrouillardise, de faire beaucoup avec peu, c'est ce qui nous a toujours soutenus. Et on voulait toujours garder l'humain au centre du jeu. Alors on se lance. Et ça n'a pas été simple. On a commencé par un vinyle. L'opération a avorté par manque de budget. On s'est dit, on va revoir les ambitions à la baisse et on va faire une compilation. On duplique 200 CD dans un graveur de salon et on va les distribuer de la main à la main, de poche en poche, de coffre en coffre. On a vendu les 200, mais ce n'était pas très rentable. Donc je me dis, il va falloir qu'on passe une étape. On fait un petit crédit et on se dit, on va produire une vraie compilation, on va faire comme les autres. On presse 1000 CD. Je me rappellerai toujours parce que j'avais ces 1000 CD dans l'entrée de mon petit studio à l'époque. Et à chaque fois que je passais devant pour rentrer ou pour sortir, il me regardait et puis il me disait « Mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? Libère-nous, libère-nous » Et puis, on a dû aussi apprendre le monde de l'entreprise. Parce que monter un label, c'est bien, mais ça n'empêche pas qu'on doit suivre les règles de la comptabilité française. Donc, on a dû apprendre la trésorerie. On connaissait très bien SFR à l'époque et on a fait la connaissance de BFR. On a dû aussi apprendre le langage des banquiers, ce qui n'est pas toujours compréhensible quand on est 4 jeunes qui veulent monter un label de rap. La réaction, des fois, est un peu déroutante. Mais on a continué à avancer. On a continué à se tromper, à se relever, à faire des erreurs, à corriger et à continuer à avancer. Pour vendre ces 1000 CD, j'ai dû développer ce qu'on appelle chez nous l'art de la disquette. L'art de la disquette, c'est de convaincre les gens qu'il faut absolument qu'ils travaillent avec toi. Et cet art de la disquette, j'ai pu la mettre en pratique 2 ans plus tard sur une compilation nationale. J'ai convaincu un partenaire parisien de nous distribuer dans tous les magasins. On a mis en place des stratégies qui ont bien marché et on a réussi à en vendre plus de 15 000. Je me rappellerai, comme si c'était hier, quand j'ai eu ce chèque de 76 000 € dans les mains. 76 000 €, putain! Eh, les gars, on l'a fait, ça vaut quelque chose. Là, j'ai compris que ça devenait sérieux.
Et puis j'ai compris aussi que si on était capable de produire des disques, on pouvait aussi produire des concerts, des t-shirts, on pouvait aussi gérer des droits d'auteur, gérer des droits d'image. Et je me suis dit, label de production, c'est pas mal, mais ça manque un peu d'ambition. On va transformer tout ça en agence de management 360, comme ça on sera sur tous les revenus afférents à un artiste. Et puis je me suis aussi dit, il va falloir qu'on change de nom les mecs. Street Skills, Street Freeze, Street Skills, Street Freeze, ça le fait pas. Non, ça le fait pas, j'arrive plus, c'est désobligeant. Je veux qu'on fasse quelque chose de pro. Alors on s'est pas pris la tête, on a appelé notre agence Only Pro, seulement pro. Comme ça, au moins, c'était réglé. Eh oui. Et on a appelé aussi cette agence Only Pro parce qu'on voulait passer de savoir-faire urbain à savoir-faire tout court. On voulait sortir de la case dans laquelle on s'était mis tout seul. Alors ça a changé beaucoup de choses. Les gens ont commencé à nous faire confiance et à croire en nous. La carrière de Saïd a commencé à décoller. On a signé notre premier contrat national. On a commencé à travailler avec des maisons de disques, avec des partenaires, avec des tourneurs. On était même consultés pour du marketing ou de la promotion. Et là, on s'est dit qu'il allait se passer quelque chose. On a même des artistes qui sont venus nous voir pour nous dire « Putain, vous êtes bien sympa, on aimerait travailler avec vous. » Et tout s'est accéléré. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, notre manière de voir. On a toujours gardé l'humain au centre du jeu. Peu importe le chèque, l'important c'est qu'il soit dans nos valeurs. Et s'il n'est pas dans nos valeurs, quel que soit le montant, ça ne nous intéresse pas. Ça prend plus de temps, mais c'est plus pérenne sur la longueur. Alors, avec les bons partenaires, les succès se sont enchaînés. Les disques d'or, disques de platine, disques de diamant, les Olympias, les Dômes, les Zéniths, les Bercy. Et on a touché notre rêve du doigt. Le plombier est devenu responsable artistique. Le préparateur de commandes est devenu responsable des relations humaines. Et moi, le vendeur de chaussures, je suis devenu directeur de l'agence. Directeur parce que j'ai toujours eu un ego surdimensionné et qu'il fallait me calmer. Donc, tout se passait bien pour nous. L'agence ronronnait, on avait réalisé notre rêve. Et tout à l'heure, c'est Alain qui disait un truc, il faut savoir se remettre en question dans la vie tout le temps. Et Saïd sortait d'un succès de son album, et on s'est dit comment on va enchaîner un autre succès. Parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et la seule manière d'enchaîner un deuxième succès, c'est de se remettre en question, voire de se mettre en danger. Alors après, une discussion un soir, entre nous quatre, je ne vous dirai pas que j'ai eu l'idée parce que les autres vont mal le prendre, mais j'ai dit, les gars, il faudrait qu'on écrive une belle histoire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'impossible? Et là, je dis à Saïd, il faut que tu fasses un concert au stade Vélodrome. Il me dit, mais t'es complètement fou. Et je dis, man, tu te rends compte de cette histoire? Un jeune Comorien qui a grandi au Plan d'Arbre marseillais qui remplit le stade Vélodrome. Ça, c'est inspirant. Et pense à tous les petits qui poussent derrière nous et qui ont besoin d'être inspirés. Là, il me regarde, il me dit, ça a vraiment de la gueule, on fonce. Je dis, cool. J'appelle notre producteur de spectacle avec qui on travaille, Pierre-Alexandre. Je dis, allô, Pierre, ça va? Ouais, toi, cool. Dis-moi, on a une idée, on va faire le stade Vélodrome. Allô? Pierre? Pierre? Mais t'es complètement malade et tout, mais comment on va faire? On va perdre de l'argent et tout. Je dis, Pierre, je m'en fous. Regarde l'histoire qu'on va raconter. Il m'a dit, t'es vraiment dingue, Mathéo. Et c'est pour ça que j'aime travailler avec toi. Donc je vous suis. Et c'est pour ça qu'on aime travailler avec lui, parce qu'il est aussi dingue que nous. Alors on se met au travail. À l'époque, on décide quand même de faire un stade Vélodrome sans aucun morceau de l'album. Je dis à Saïd, t'es sûr et tout? Il me dit, t'inquiète, man, je vais réussir, je vais réussir. Je dis, ok, je te fais confiance, sautons dans le vide. Et un soir, il m'appelle, il me dit, ouais, parce qu'on s'appelle souvent le soir, parce que la journée, on travaille. Et il me dit, j'ai trouvé le concept. Cet album, je vais l'appeler l'Everest. Parce que ce stade Vélodrome, c'est le sommet que je veux atteindre. Et là, je lui dis, comme d'hab, t'es un génie, mon pote. Ça va marcher. Donc, il se met à travailler, il enchaîne les morceaux, je prépare une bonne petite stratégie, et on sort cet album. Alors, on démarre doucement, parce qu'une montagne, vaut mieux pas sprinter au début. Il faut être endurant. On sort cet album, et après des heures de promo, de déplacement, de train, d'hôtel, de sacrifices, de moments loin de chez nous, on se retrouve le 7 octobre 2017 dans un stade Vélodrome rempli à craquer. Et là, on est dans... Merci.
Et là, on est dans les loges entre nous, on profite de ce moment. C'est pas tous les jours qu'on fait ça. Puis on est des Marseillais. On est là, dans les vestiaires, avec le nom des joueurs, on pense à 93, la Ligue des Champions, tout ça, on se dit, ouais, on y est là. Et d'un coup, on est dérangé par quelqu'un. Et j'aime pas quand on est dérangé avant les concerts. J'aime bien qu'on reste entre nous pour garder l'énergie. Et là, qui tape à la porte, avec qui je me retrouve nez à nez? Zinedine Zidane. Vous pouvez imaginer, pour 4 gamins de Marseille, de se retrouver en face de Zinedine Zidane, qui vient vous féliciter dans votre stade Vélodrome, l'énergie que ça nous a donnée. Parce que c'est facile d'aller voir Zidane dans son stade pour le féliciter, mais que Zidane vienne de Madrid, prenne l'avion et vienne dans votre stade pour vous serrer la pince, c'était au-delà de toutes nos espérances. Alors, merci. Alors, c'est le moment fatidique. Saïd monte sur scène, il gère ce stade comme s'il en faisait tous les vendredis. Tout se passe bien, le public communie avec lui. Et là, il se passe quelque chose. Une alchimie se met en place. Certains d'entre vous y étaient, ils l'ont vécu. Et je descends dans la foule et je me dis, il faut que je vive ce moment avec les gens. J'ai besoin de sentir cette énergie. Et là, je me retrouve à côté de Naïma. Naïma, c'est la petite sœur de Saïd. Je la connais depuis qu'elle a 1 an. Vous voyez Maggie Simpson? C'est la version comorienne. Et là, elle est à côté de moi, et d'un coup, elle se met à pleurer. Je la regarde, je dis, Naïma, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Mathéo, il y a mes 3 frères sur scène. Je vous ai vu grandir. J'ai été à côté de vous du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et là, je suis submergé par l'émotion et je me mets à pleurer avec elle. Elle est là, elle peut l'attester. Elle m'a vu pleurer. Et ce jour-là, je comprends qu'on a réalisé quelque chose qui peut être inspirant. Et le soir, en rentrant, j'appelle Jamal, toujours le soir, et je lui dis, man, il faut qu'on raconte notre histoire. Pas parce qu'on est les meilleurs et qu'on est trop forts, etc., mais parce que quand j'étais petit, j'aurais bien aimé que quelqu'un me raconte cette histoire, ça m'aurait fait aller encore plus loin. Alors, je ne vais pas mentir aux plus jeunes d'entre nous qui sont là. Je ne vais pas leur dire que ça a été facile. Le business, ce n'est pas facile. On s'est cassé la gueule, on a perdu de l'argent, on a eu des galères, on est tombé 10 fois. Mais on s'est relevé 11 fois. On a été déterminés, on a continué à avancer de manière pragmatique et en gardant une bonne humeur légendaire. Et tout ça grâce à l'amitié qui nous lie. Et je ne vais pas vous dire que notre amitié, elle était facile. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. On s'est détesté, on s'est engueulé, on ne s'est plus parlé, mais on ne s'est jamais lâché. On ne s'est jamais trahi. On est toujours restés ensemble dans les hauts et dans les bas. Et c'est ce message-là que je veux passer aux plus jeunes d'entre vous et aux moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. C'est que si ces 4 gamins que vous voyez là sont passés de ça à ça, c'est que vraiment tout est possible. Merci beaucoup. Et comme vous l'aurez compris, ce n'est pas mon histoire, mais notre histoire. Donc je vous demande d'accueillir Mej, Jamal. Et merci. Belle histoire. Elle est belle. Merci. Merci, merci.